Avant tout, bonjour à vous tous, mesdames et messieurs, les représentants aussi du LFI, des différents groupes qui sont autour de ce grand mouvement que nous suivons depuis la Nouvelle-Calédonie, depuis que vous avez lancé avec M. Mélenchon cette initiative. Jamais j'aurais pensé que je me serais retrouvé dans cette situation-là devant vous aujourd'hui. Je pense que mon engagement politique pour amener mon peuple là où des gens comme Jean-Marie Tjibaou, comme d'autres qui ont eu à succéder à la présidence du FLNKS, ils se sont toujours battus, mais en respectant le peuple français, en faisant en sorte que nous puissions cheminer ensemble, mais permettre à ce que notre peuple puisse, comme l'ensemble des autres peuples dans le monde, puisse avoir sa place parmi les Nations Unies. Je dis souvent merci parce que les 1 an que j'ai passé en isolement, là, j'ai vu beaucoup de gens qui sont venus me soutenir. Il y a des gens qui m'ont écrit des lettres. Merci du fond du cœur, ça m'a beaucoup touché parce que être en isolement, je souhaite à personne de vivre, d'être en isolement, c'est tellement difficile. D'autant plus que déporté de mon pays avec des menottes, en laissant toutes nos familles derrière, c'est toujours difficile de vivre ce genre de situation. C'est pour ça que je vous dis infiniment merci pour les soutiens, merci pour ceux qui ont accompagné, qui ont envoyé les courriers. Merci à chacun d'entre vous par la pensée que vous avez eu à le faire pendant tout ce temps. Et c'est vrai que je le dis souvent, c'est qu'on a perdu foi dans la justice en Nouvelle-Calédonie. Je le dis tout honnêtement comme ça, parce que c'est la dernière maison de la République, là où on pense qu'on peut être protégé. On se rend bien compte qu'on est largué en Nouvelle-Calédonie dans ça. Et j'espère que notre combat pour lequel on s'est engagé, on a vu la tournure qui s'est prise là, dans les discussions qui sont faites au niveau du pays, on est redescendu très très bas. On va pouvoir le faire tout à l'heure, mais simplement pour introduire, je voulais dire que je suis très heureux d'être ici aujourd'hui parce qu'on a besoin que vous sentiez c'est quoi les difficultés que traverse notre pays, les difficultés sociales, les difficultés économiques. Aujourd'hui, que le gouvernement français nous fait des chantages ici, en votre nom. Et ça, je pense qu'il est toujours bon de venir parler avec le peuple français, partout là où vous êtes. Pour que vous sachiez, souvent, c'est en votre nom qu'on rend la justice dans ce pays et dans mon pays. C'est en votre nom qu'on fait toutes les choses. Toutes les difficultés que l'on traverse, c'est souvent en votre nom. Et j'avais besoin de vous le dire aussi pour que l'écho aussi puisse traverser aussi les différentes régions de France pour que les gens sachent que, aussi petit soit mon peuple, des 120 000 autochtones, il a besoin aussi. Il a le droit aussi à la lumière, comme d'autres peuples dans le monde. Il a droit aussi à amener sa part d'humanité aussi à l'histoire. Voilà juste quelques mots pour introduire un peu ma présentation. Voilà, merci. Alors, Naville-les-Roches, à cette époque-là, c'était tous nos anciens responsables qui sont déplacés ici à Paris, en 83, où il y avait cette grande réunion où on a décidé de reconnaître tous ceux qui sont arrivés par la force, par l'histoire en Nouvelle-Calédonie, de les reconnaître et de faire peuple ensemble. C'était le geste fort que le peuple kanak a décidé de faire à ce moment-là, en disant que nous allons construire ensemble un pays et édifier ensemble notre société. Mais c'est un geste fort qu'on donne aussi la possibilité à ces populations de pouvoir décider de l'avenir du pays, chose qui appartient au peuple kanak, le droit à l'autodétermination. On a ouvert aux autres, de manière à dire que, parce qu'on a décidé de faire pays ensemble, on allait avancer ensemble dans le temps. Mais au fil du temps, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que les gouvernements successifs de la France ont toujours manqué à la parole dans cette histoire-là. Et à chaque fois, on a buté contre un mur, parce que Paris n'avait juste simplement que le rapport de force à nous renvoyer en face. À travers des mesures discriminatoires qui sont passées au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat, ou soit avec les rapports de force en envoyant constamment des forces de l'ordre et des mobiles en Nouvelle-Calédonie. Mais on a toujours relevé le défi de dire qu'il fallait continuer à construire le pays ensemble.
Parce que je pense qu'on est revenu de très très loin. Quand vous connaissez l'histoire de la période de l'indigénat, où les Kanaks ils avaient des heures pour pouvoir sortir dans leur propre pays, pour pouvoir aller faire les courses, pour pouvoir aller, ne serait-ce qu'aller dans la ville de Nouméa, ben on nous interdisait même de pouvoir sortir à des heures. C'est tout ça qu'on appelait la période de l'indigénat. Et on avait besoin de faire en sorte de donner que notre parole qu'on a donnée aux autres en 83, qu'on allait le respecter et faire en sorte que les uns et les autres, on allait ensemble croire qu'il y avait un beau pays à construire. C'est ce pays arc-en-ciel que l'on voulait. François Mitterrand nous a promis en 81, au moment où il se lança dans la campagne, que si vous venez avec nous, on pouvait regarder le projet d'indépendance. Que encore les Kanaks, ils ont fait confiance, ils sont allés dedans. Mais à chaque fois, la parole de l'État français a manqué au peuple kanak. Et ça, c'est ce qui a débouché les événements de 84, où il y a eu beaucoup de morts en Nouvelle-Calédonie par les armes, et celle de 88, c'est parce que chaque fois, l'État français il est revenu sur sa parole. Et Michel Rocard qui a décidé de reprendre le dossier en main, de travailler différemment le dossier de la Nouvelle-Calédonie. C'est comme ça qu'il a pu emmener la paix en réunissant Jean-Marie Tjibaou, qui fut le grand leader kanak, et de l'autre côté Jacques Lafleur, qui fut le représentant des anti-indépendantistes. C'était pas si évident de réunir les conditions à ce moment-là pour que les deux puissent se venir à la table, alors qu'il y avait déjà les morts, les gens ils étaient encore dans les deuils. Mais on a décidé de faire le pari sur l'intelligence. C'est ce que Jean-Marie Tjibaou disait. Il fallait relever le défi, malgré qu'il a perdu ses frères dans une fusillade où il a perdu 2 frères et plusieurs de ses cousins. Mais il a quand même accepté d'avancer de l'avant. Mais à chaque fois, on a retrouvé à chaque fois un mur, le mur de l'État. Mais malgré tout, on a quand même Bernard Ponce avec l'affaire d'Ouvert, paix à son âme, mais on a connu des moments difficiles aussi avec Bernard Ponce. Mais à chaque fois, il a fallu encore se relever puis reconstruire, dire qu'on allait reconstruire notre pays. C'est Lionel Jospin qui a décidé de reprendre les choses, en disant qu'on allait faire quelque chose pour taire définitivement ce qui nous désignait pour aller à l'essentiel dans cet accord. Et ça a été l'accord de Nouméa. Et les Kanaks, ils ont considéré à ce moment-là que ce pari sur l'intelligence, c'était peut-être l'accord de Nouméa, il était le fabuleux challenge pour pouvoir aller jusqu'au bout. Parce que dedans, il y avait pas mal de choses qu'on a logées, ce qu'on appelle les réversibilités des compétences. Tout ce qui est transféré à la Nouvelle-Calédonie ne peut plus y retourner vers la République. Il y avait pas mal de choses, de mesures incitatives qui encourageaient le peuple kanak à aller dans cet accord. Mais à chaque fois, on s'est rendu compte que plus on avançait, et plus à chaque fois, le gouvernement français l'a manqué à sa part. Le rééquilibrage qui a été posé pour dire que les Kanaks allaient former, on allait miser sur la politique des 400 cadres. Parce qu'on avait très peu de cadres Kanaks à ce moment-là pour pouvoir aussi porter le pays. C'est pour ça que je profite de l'occasion pour vous dire à chacun d'entre vous, les Français, parce qu'on ne parle jamais de vous. Mais si des centaines, des milliers de jeunes ont pu venir faire des formations ici, c'est grâce à vos honorables impôts. Et ça, personne, souvent, on n'en parle pas assez, mais on voulait vous dire merci à chacun d'entre vous parce que c'est vos impôts qui ont fait que nos enfants ont pu se former ici dans ce pays. Et ça, je vous salue pour ça et vous encourage dans cette démarche-là. Mais c'est pour dire que ces accords-là, on a pensé qu'allaient sanctuariser la paix définitivement. Malheureusement, le gouvernement de M. Macron a décidé depuis ces derniers temps. On a vu arriver les passages en force sur un certain nombre de choses. Le non-respect des transferts de compétences. Le non-respect des chantiers qui étaient engagés vis-à-vis dans les tribus, dans les quartiers, là où les populations kanak étaient impactées. Mais on a vu qu'il y avait des choix qui étaient radicaux, qui étaient imposés par surtout M. Darmanin et le gouvernement Attal, et surtout sur le dossier du corps électoral. Ce dossier où nous, on a dit qu'on ne revenait plus dessus, sur le dossier du corps électoral. Mais malheureusement, le gouvernement a décidé d'en en faire un enjeu encore. Un enjeu national ici avec. Et c'est ce qui est avéré, c'est que le 13, c'est ce qui a débouché sur les difficultés des événements du 13. Nous avons lancé des mobilisations pacifiques pendant pratiquement plus d'1 an pour essayer d'expliquer à la population. On a envoyé des gens venir ici en France pour expliquer l'enjeu du corps électoral. Parce que nous ne voulons pas disparaître. Parce que nous ne sommes qu'un petit peuple. On sait que si le gouvernement français nous faisait venir 100 000 personnes,
ben c'était fini de notre histoire. Et nous n'empêchons pas que les gens viennent travailler au pays. Bien au contraire, ils peuvent venir travailler. Par contre, le sujet du corps électoral, c'est l'axe majeur sur lequel on a dit que c'est l'équilibre sur lequel on a trouvé. On appelle ça, c'est le corps électoral de la paix. Et ça, nous, on n'en veut pas qu'on le touche à cet accord-là, à ce sujet du corps électoral. Mais on s'est rendu compte que le gouvernement Attal, il était sourd à nos revendications. Malheureusement, tous les ingrédients étaient réunis. Vous savez, le jour où ça a explosé sur le Grand Nouméa, sur la province sud, c'est là où il y a tous les quartiers nord, où tous les jeunes qui n'ont pas eu la chance, dans le cadre de l'accord Nouméa, où l'accord Nouméa est arrêté à leur porte, ils n'ont pas pu bénéficier des niveaux de formation et autres. Mais cette jeunesse-là qui n'a pas eu la chance dans la vie, et ils se rendent bien compte qu'il est doublé encore d'une injustice en leur faisant rentrer de force ce sujet du corps électoral, qu'ils allaient être encore plus pénalisés encore, cette jeunesse qui n'avait pas eu la chance de pouvoir avoir un emploi comme d'autres jeunes dans les quartiers sud. On ne les critique pas, c'est bien sûr qu'ils ont le droit aussi de bénéficier des emplois. Mais par contre, on a dit que le peuple kanak, il avait besoin d'être reconnu chez lui. S'il veut pouvoir accueillir les autres, il faut qu'il se sente bien dans son pays. Mais voilà un peu l'état d'esprit dans lequel on s'est retrouvé, c'est qu'on a oublié que l'État français, à travers leurs représentants, ils ont oublié qu'il y avait un accord qu'on a scellé dans le sang de nos gens. Et qu'il fallait simplement tourner cette page-là pour pouvoir avancer vers quelque chose d'autre de meilleur. Mais j'ai l'impression à chaque fois qu'on nous fait revivre la même histoire. Ma personne, elle est secondaire dedans. Mais je pense à tous nos gens aujourd'hui qui ont fait du chantage sur la partie sociale, sur la partie financière. Que M. Valls, aujourd'hui, il est en train de faire du chantage à nos gens en disant que si aujourd'hui vous ne signez pas cet accord, si aujourd'hui vous n'allez pas dans le sens que l'État français souhaite, ben votre peuple allait dépérir. C'est un peu, je traduis un peu, mais c'est un peu le sens là. Voilà un peu pour dire sur le sujet du corps électoral, toute cette traversée du désert que notre peuple a eu à faire. Et que j'espère qu'à partir de cette rencontre-là, qu'on puisse avoir aussi. C'est de dire que cet accord, on en parlera tout à l'heure sur l'accord de Bougival, où on le rejette totalement cet accord parce qu'elle nous renvoie très très loin derrière. Voilà, merci. Alors, j'ai rappelé tout à l'heure qu'on a fait des grandes mobilisations. On a interpellé les populations du pays sur les enjeux du corps électoral et sur le fait de dire de ne pas bouger les lignes à ce niveau-là. On a interpellé Paris à maintes reprises. On a envoyé des courriers au gouvernement français. On a tenté à chaque fois de dire que le risque majeur, c'est qu'on ne va pas maîtriser nos populations à ce niveau. Nous-mêmes qui étions responsables à la cellule de coordination des actions de terrain, que vous avez dû en parler, de la CCAT, à chaque fois, on a fait des tournées, on a dit aux gens, il faut rester dans le cadre du travail qu'on a fait. Mais on a vu nous-mêmes aussi, c'est que nous avions été dépassés par les événements, c'est que les jeunes sont sortis de partout. Mais la charge qui s'est passée, c'est que la nuit qui s'est passée dans 2 quartiers, il y a eu la charge des mobiles avec les gens du GIPN qui ont chargé sur nos gens. Et la révolte, on voit un peu comme dans les quartiers d'ici, là, avec les portables et autres, ça s'est vite répandu dans tous les quartiers de la province sud, là, les quartiers nord, du côté de Mondor, d'Imbéa, Païta et Nouméa, que ça a été une explosion qui est partie à une vitesse comme pas possible. Mais c'est pour dire que le sujet du corps électoral, c'est celle qui a fait déborder la goutte, qui a fait déborder la vase. Et on voit, c'est que nos gens n'en pouvaient plus de ces formes d'injustice. Et à un moment donné, malheureusement, ça devait exploser à la figure de tout le monde. Et l'État n'a pas créé les conditions pour ça. Par contre, après, il s'est chargé d'envoyer plus de 8000 gendarmes pour mater la révolte de cette jeunesse-là. Ce que M. Lachoué a dit, on en a payé pratiquement plus de 13 morts, dont 11 jeunes de chez nous. Mais c'est difficile parce que cette jeunesse qui n'avait pas qui avait des difficultés dans la vie, on se rend bien compte que il faut constamment leur parler, mais ils n'ont plus confiance dans la parole de la France. Ça, je préfère vous le dire le plus honnêtement. Ils ont perdu confiance dans la parole de la France. Ils considèrent que la France, elle a trop manqué à sa parole avec nos vieux, avec la génération qui arrivait après eux. Et aujourd'hui, ils ont dit qu'ils vont faire à leur manière les choses.
Quand on est parti après la rencontre que j'ai eue avec le président Macron, où on a parlé un peu, il a proposé d'engager une démarche sur le terrain pour la désescalade. Je lui ai dit, mais parce qu'il voulait en 48 heures que je puisse calmer l'ensemble des choses sur le terrain. J'ai dit, mais M. Macron, c'est tout le pays qui bouge, jusqu'aux îles, des barrages, c'est jusqu'à dans l'extrême nord. Il me faut au moins 2 mois pour pouvoir sillonner les pays et aller à la rencontre des gens pour demander de permettre à ce qu'on puisse lever les barrages de manière à faire en sorte que les médicaments, les médecins, tous puissent circuler sur l'ensemble du territoire. Le problème, c'est que lui, il impose 48 heures, puis après, il prend l'avion pour revenir ici. Je dis, mais on ne peut pas fonctionner comme ça. Le problème, c'est que les gens, ils attendent aussi une réponse de votre part. Est-ce que le dégel, là, sur le corps électoral, vous retirez le texte? Il a dit, pour le moment, il n'est pas question de retirer. Par contre, il s'engage à regarder les choses à partir de Paris. C'est l'échange qu'on a eu ensemble au niveau du Congrès, enfin, au niveau du Haut-Saria, la maison de l'État en Nouvelle-Calédonie. Je n'ai pas senti chez l'État l'envie de trouver des solutions pour pouvoir tirer les populations calédoniennes vers le haut. Voilà un peu sur les événements, comme M. Lachaud l'a dit, c'est que tous les ingrédients étaient réunis pour que ça explose. Moi, j'ai toujours dit, quand j'étais en isolement, j'ai rencontré le juge d'instruction. Pendant 14 heures de mon audition devant le juge, j'ai dit, j'espère qu'un jour j'aurai une réponse. C'est ce qui s'est passé dans la nuit du 12 au 13. Pour que les 1 an de prison en isolement que j'ai fait, au moins j'aurai une réponse dessus. Parce que pour le moment, je ne sais pas pourquoi je suis en prison. Mais j'aimerais savoir c'est qui a voulu que cette situation se dégrade dans toute la nuit. Parce que pour moi, il y a une réelle volonté pour que ça crame le pays, pour que ça tire les populations vers le bas, parce qu'il faut revenir sur l'accord de Nouméa, comme on a dit, parce que cet accord nous a mené de toute manière irrémédiablement vers l'indépendance. Mais qui a intérêt à ce que l'accord de Nouméa soit un échec là-bas au bout? Et c'est un peu la question que ça m'est travaillé, m'est resté dans ma cellule en isolement, et que j'ai dit au juge, mais j'espère un jour que dans l'enquête que vous allez mener, c'est par qui que c'est démarré le soir, les événements dans les quartiers de Nouméa. Voilà, merci. C'est vrai que moi, je suis toujours interdit de rentrer dans mon pays. Hein. On m'autorise à sortir, je peux circuler dans les régions de France, mais je ne peux pas rentrer en Nouvelle-Calédonie. Du coup, je suis comme d'ici par les réseaux, par des moyens, par la famille que j'essaie de contacter. On se rend bien compte des difficultés que traversent nos populations sur la partie sociale. C'est l'hécatombe un peu dans l'ensemble du pays. Je dis souvent ça parce que quand tu as un pays comme la Nouvelle-Calédonie avec les 3/4 de réserve mondiale de nickel, avec tout ce l'on possède, avec un beau lagon, où il est très très riche en poissons, et puis une terre qui est cultivable, qui est très très riche aussi, cette terre. On se rend bien compte qu'on a volontairement tiré le pays vers le bas de manière à... Vous allez comprendre que Bougival, les conditions étaient préparées pour mettre ce fameux accord de Bougival en place, quoi. Et toutes les conditions, moi je reste persuadé que toutes les conditions qui ont été posées volontairement ont été faites de manière à asphyxier l'économie du pays, à rendre les gens, à humilier les gens au niveau social de manière à ce qu'ils viennent venir mendier directement dans la main de ceux qui ont les rênes comme la province sud. Mais ces situations, on ne pensait pas. Quand on avait un PIB qui était très élevé en Nouvelle-Calédonie à cette époque, au moment où le cours du nickel était très élevé, on a quand même 3 usines en Nouvelle-Calédonie. 3 usines où il emploie pratiquement plus de 4 à 5 000 personnes par usine. On ne peut pas tomber aussi bas que ça. C'est impossible. Avec d'autres richesses, nous faisons de la crevette de très haute qualité en Nouvelle-Calédonie. On fait de l'élevage du poisson et on a tout un pan d'économie on peut se substituer à nous-mêmes. Mais on voit c'est que les conditions ont été faites volontairement pour rendre misérables les populations de ce pays. Voilà un peu pour compléter un peu sur la partie sociale. Elle prend quand même une place importante parce qu'on s'est battu à cette époque, on s'est mobilisé fortement pour qu'il y ait une usine de rééquilibrage qui s'opère dans le Nord. C'est comme ça qu'il y a eu à cette époque l'échange des massifs, un grand gisement qui était dans le Nord où on a pu construire une usine à côté,
qui a créé des milliers d'emplois à ce moment-là, pendant la construction et autres. Parce qu'on voulait... On était rentré dans le capital à 51% dans cette usine-là. Mais l'idée, en gros, c'était de faire en sorte que cet argent puisse rester au pays. Parce que la SLN, depuis plus de 120 ans d'exploitation, on s'est rendu bien compte que la société Eramet, dont l'État il est actionnaire dedans, la famille Duval et les Japonais, les Sumitomo, eux, ils avaient des parts dedans, mais la Nouvelle-Calédonie, il avait très peu de parts dans cette usine. Il a fallu que l'on se batte pour que la STCPI, une structure de Nouvelle-Calédonie, puisse aussi intégrer dedans pour qu'on puisse capter des fonds dans l'usine du Sud. Mais on se rend bien compte que la société Eramet en Nouvelle-Calédonie et en métropole, à chaque fois, c'est lui qui a ramassé le gros lot à chaque fois. L'argent, il est constamment revenu vers la métropole. Et ça, c'est aussi sur l'ensemble des entreprises qui touchent à la Nouvelle-Calédonie. Souvent, quand je parle du PIB en 1500 milliards CFP, je ne sais pas en conversion ici, ça donne combien, que pratiquement, il y a 5 ans de ça, c'est le produit intérieur brut qui est produit par les Calédoniens. Mais on voit que la grosse masse de cet argent, elle part à travers les assurances, à travers les banques qui reviennent vers la métropole. Très souvent, ce flux d'argent, il revient vers la métropole. C'est conditionné par des structures d'État ou des privés qui sont affiliés à des grosses boîtes. Alors que nous, on s'est battu dans l'accord de Nouméa, c'est de permettre à ce que cet argent-là, que le produit des Calédoniens, la sueur des Calédoniens puisse avant tout bénéficier aux Calédoniens. Mais on se rend bien compte que les mécanismes qui sont faits dedans, les mécanismes financiers, ont toujours créé les conditions pour qu'il y ait une fuite des capitaux en permanence vers la métropole, quoi. Mais voilà un peu l'état, mais on se rend bien compte que l'usine, sur les usines, on se rend bien compte que ce qui est pour nous quelque chose de capital, les usines qui permettaient de sécuriser l'emploi pour les Calédoniens, y compris beaucoup de métropolitains, ils travaillaient dans ces usines. Nous, on a dit, c'est que sur l'emploi, il n'y a pas de souci. Tout le monde peut venir travailler. C'était un peu ce qu'on disait tout à l'heure. C'était juste simplement le sujet du corps littoral. Mais on voit les difficultés qu'on rencontre à travers la mine parce que c'est cyclique, parce qu'elle dépend du cours du nickel. On voit aujourd'hui, c'est l'Indonésie aujourd'hui à travers une exploitation très très forte avec un coût très très bas qui fait qu'il tire le coût du nickel vers le prix du nickel vers le bas, quoi. En fait, on se rend bien compte d'une chose, c'est que l'accord de Bougival, il nous renvoie complètement en arrière. Mais pire que ça, c'est que Naville-Roche, c'est le peuple kanak qui a fait le choix de construire le pays avec les autres. Aujourd'hui, quand on regarde cet accord, on a l'impression que c'est l'État français avec les anti-indépendantistes qui décideront de la place des Kanaks dans son propre pays. Et c'est ça, là, c'est un peu le sens que je souhaitais le partager avec vous, c'est que c'est une humiliation forte contre notre peuple, cet accord. Les gens n'ont pas encore digéré cet accord. On voit les tensions ça se crispe sur le terrain parce que les gens ne se retrouvent pas dans cet accord. Surtout la population kanak. Mais il y a aussi des Calédoniens, des métropolitains qui participent à la vie quotidienne de tous les jours. Ils savent qu'il n'y aura pas de stabilité politique pour ce pays. Il n'y aura pas de relance économique. C'est impensable si le peuple kanak il est à la marge du développement, voire des décisions qui seront prises pour son propre pays. Et c'est le message que je suis tenté de venir faire passer aujourd'hui, c'est de dire aussi, c'est que on est fatigué d'être humilié dans notre propre pays. Et cet accord, c'est une humiliation supplémentaire et forte qu'on refait encore à notre peuple. Et au regard de le passage, parce que c'est un accord à marche forcée, c'est l'accord de Bougival. On ne nous laisse pas d'autres opportunités. Il y a tellement de verrous dans cet accord qui ne nous laisse pas de possibilité de pouvoir engager les transferts des dernières compétences qui restent aux mains de l'État. C'est verrouillé à différents niveaux. C'est verrouillé parce dans cet accord, ils ont accepté de redonner à la province sud un certain nombre d'élus supplémentaires. Vous savez que ça se joue à 4-5 élus en province sud. Le fait de redonner 5 élus supplémentaires à la province sud, c'est déjà en soi un premier verrouillage. Le deuxième verrouillage, c'est que
on est obligé de passer par l'État pour demander une deuxième fois supplémentaire si on peut engager les transferts. Ça veut dire qu'il y a plusieurs verrous qui fait que on est dans l'incapacité de pouvoir aller chercher notre pays. Et c'est un peu tout ce qu'on dit là-dedans dans l'accord de Bougival, c'est que on est redescendu trop bas dans cet accord. L'accord de Nouméa qui nous a quand même donné de l'espoir en disant que les Calédoniens allaient pouvoir engager ensemble sereinement, construire ce pays. Bon, on se rend bien compte que l'accord de Bougival qu'on a forcé nos gens à signer, je le dis ouvertement, nos responsables politiques n'avaient pas trop le choix là-dessus. Ils les ont contraints à signer cet accord qui malheureusement pour nous ne nous satisfait pas et forcément on va devoir cravacher dur pour remonter, pour aller. C'est pour ça qu'il est tourné en métropole parce que l'enjeu de ce texte va se jouer sur métropole dans les deux chambres, au Sénat et au Parlement, à l'Assemblée nationale. Parce que les 6 groupes là, que M. Lachaud en a parlé, c'est qu'aujourd'hui, on sait qu'ils auront besoin d'une majorité pour pouvoir faire passer ce texte. Et la démarche qu'on vient ici, c'est de dire, c'est que on vient interroger la France insoumise, mais aussi demain, je serai à Strasbourg avec les écologistes et tenter de rencontrer aussi les camarades socialistes aussi pour leur dire que de savoir où ils sont nés sur cet accord. Mais voilà, ça va être difficile, mais c'est pour vous dire, c'est que on compte sur tout le monde pour pouvoir avancer. On se rend bien compte, c'est que le rapport de force que l'État nous fait là, on sait que ça va être hyper compliqué pour le peuple kanak. Parce qu'il pose les banderilles dans lesquelles aujourd'hui on ne nous laisse pas trop de choix. Mais en même temps, on essaie de dire à nos gens, il faut raisonnablement, on va tenter de convaincre les Français ici de dire que, à travers leurs représentants au Parlement, que si on peut bloquer la machine à ce niveau-là, je pense qu'on peut continuer sereinement à poser les discussions sur un nouvel accord. Parce que je pense que si le sujet il est bloqué à l'Assemblée nationale et au Sénat, de fait, l'accord, là, ils peuvent tomber. Mais ça dépendra de comment les choses vont être amenées ici. Mais sur le 13, c'est vrai que les braises ne sont pas encore éteintes au niveau du pays. On a toujours peur que les choses démarrent. On sait qu'actuellement encore, il y a des voitures qui sont brûlées par-ci, par-là. Il y a aussi des écoles qui sont saccagées. Il y a malheureusement toute cette jeunesse-là qui est livrée un peu à soi-même, là. On aura des difficultés avec cette jeunesse qui ne croit plus. Et forcément, aujourd'hui, dans la mesure où il y a des indépendantistes qui sont aussi dans l'accord, ça laisse beaucoup d'amertume chez nos gens et surtout chez cette population jeune. Et d'ici, on essaie de passer le message pour demander aux uns aux autres de se calmer, de rester dans le cadre des discussions pour permettre à ce qu'on puisse sortir par le haut parce qu'on sent les difficultés et les contraintes économiques dans lesquelles nos familles traversent et qu'il y a besoin malgré tout de trouver les voies et moyens pour aller de l'avant. Mais je ne garantis rien à ce niveau sur cette partie-là parce que je pense que M. Valls, sous la coupe d'Emmanuel Macron, pourquoi la première séquence elle a été faite à l'Élysée, c'est parce qu'il a décidé de marquer de son empreinte cet accord. Il savait pertinemment que cet accord elle allait déboucher de cette manière. Je pense que M. Macron il a une grande responsabilité dans cet accord et j'espère qu'il saura tirer les leçons pour éviter qu'on aille dans le mur, là. Alors, le FLNKS, parce que c'est la représentation du peuple kanak, le Front de Libération, parce qu'il est toujours porteur de l'héritage de la revendication du peuple kanak depuis 1984 à l'Océanique, où il a été créé pour porter les revendications du peuple kanak, mais qu'on a ouvert à toutes les communautés, toutes les ethnies qui vivent au pays aujourd'hui de rentrer dans ce travail. Et le Front a toujours cette légitimité de porter le travail de revendication et de permettre à ce que on puisse arriver jusqu'au bout du travail, même si on sait que c'est compliqué. Mais on sait qu'en face de nous, on retrouve un État qui est sourd, qui ne veut rien entendre sur la revendication d'une part du peuple kanak et qu'il n'a qu'un seul objectif. Quand on parlait tout à l'heure de la mine, c'est qu'Emmanuel Macron, vous savez, il y a ce qu'on appelle le pacte nickel.
Lui, il faut lui dire les choses, il veut faire la guerre. Il a besoin du minerai de Nouvelle-Calédonie. Et je pense que la stratégie, c'est d'acheminer la matière première qui est en Nouvelle-Calédonie vers l'Europe et vers la métropole de manière à ce que sécuriser ça. Et forcément, dans la mesure où il a posé ce cadre-là, on sait très bien qu'on va rentrer dans le dur avec l'État français. Tout ce qui a décliné autour du corps électoral et autres, c'est les conséquences de cette politique où ça a été posé depuis un certain temps. Mais la légitimité, comme je le dis encore, c'est que celle du peuple kanak, elle est portée par les indépendantistes du FLNKS avec les coutumiers qui sont avec lui dans le travail. Comme disait M. Lachaud, l'État il a fait des choix depuis. Rappelez-vous, quand j'ai rappelé le 13, le gouvernement il était indépendantiste. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Le Congrès de la Nouvelle-Calédonie était indépendantiste. C'est-à-dire qu'on avait les 2 provinces sur 3 étaient indépendantistes. On avait 20 communes sur 32 qui étaient indépendantistes. Du jour au lendemain où les événements se sont passés, on perd les 2 institutions principales, le Congrès de la Nouvelle-Calédonie et le gouvernement. On s'est rendu bien compte qu'il y a une réelle volonté qui a été organisée, orchestrée, bien préparée de manière à ce que les 2 institutions-là tombent aux mains des Antilles. Il y a une petite liste là, qui est sortie pendant les élections, c'est une liste communautaire, c'est celle de ce qu'on appelle nos familles wallisiennes et foutoniennes. Ils appellent ça l'éveil océanien. Ils ont eu 4 sièges. Et c'est les 4 sièges qui font la balance en Nouvelle-Calédonie. Et ils ont créé les conditions pour travailler avec la population indépendantiste pendant pratiquement 3 ans. Et c'est comme ça qu'on a pu accéder à la présidence du gouvernement et puis à la gestion des affaires courantes au niveau du gouvernement et du Congrès. Mais on se rend bien compte que toute cette politique a été préparée, touchée au corps électoral et touchée aux fondamentaux. Et derrière ça, c'est les institutions qui tombent, qui étaient aux mains des indépendantistes qu'on perd quasiment coup sur coup. Et derrière ça, c'est toutes les mesures, tous les rabotages des mesures sociales qui ont été engagées, celles que M. Lachaud y parlait sur l'histoire des allocations familiales et autres. On a vu toutes les politiques discriminatoires qui sont en train de s'enclencher les unes après les autres. C'est qu'il y a vraiment une réelle volonté de tirer les populations vers le bas, les humilier. Et c'est un peu le message qu'on fait passer, c'est qu'on aura besoin du soutien des Français à ce niveau pour dire que des gens s'entendent faire au nom du peuple français beaucoup de choses dans notre pays. Et j'espère qu'à un moment donné, quand le temps sera venu aussi de mettre un coup de balai là, dans ces échéances-là. Voilà, merci. Je voulais juste simplement vous dire merci. Merci de l'espace que vous offrez ici. Vous savez, notre grand leader qui était Jean-Marie Tjibaou. Et Jean-Marie Tjibaou disait à cette époque-là aux responsables de France en disant « Mais nous ne pouvons pas construire un pays où vous continuez à nous humilier dans notre pays. Il faut changer votre façon de faire, de créer les conditions pour que nos 2 peuples puissent cohabiter ensemble, puissent trouver ensemble les voies et moyens pour avancer vers le haut. » Et c'est le message d'espoir qu'on fait passer à chacun d'entre vous de dire que restons solidaires ensemble. Parce que les combats que vous portez ici et les combats que nous portons là-bas, ce sont les mêmes combats. C'est celle de la dignité de l'homme pour qu'on soit debout ensemble. Merci à chacun et bon courage à tous. Merci.